Mesdames et messieurs, bonjour. Et oui, vous l'avez compris, nous sommes en mode vacances avec ce somptueux paysage que vous voyez. Ah oui, aujourd'hui nous avons fait une intrusion parmi les psychologues conseillers pour voir leur univers, mais surtout pour réfléchir avec eux sur un problème qui gangrène vraiment l'école sénégalaise. Il s'agit donc du phénomène de l'addiction et plus particulièrement de la toxicomanie. Dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, les stratégies sous-sectorielles de renforcement de la qualité ont intégré la mise en place d'un dispositif de suivi et d'appui psychosocial de l'apprenant, de l'élémentaire au supérieur. La mise en place de ce dispositif prend tout son sens si on considère l'étude réalisée en 2007 par l'ONUDC en partenariat avec la division contrôle médico-scolaire sur l'usage des drogues au niveau du premier cycle de l'enseignement général et technique dans 5 IF de la région de Dakar. Cette enquête révélait que sur un échantillon de 3107 élèves, 7% ont fumé du tabac, 1,4% a fumé du cannabis, 5,9% ont bu de l'alcool et 1 à 2% ont consommé des inhalants, de l'héroïne ou de la cocaïne. Du coup, on peut dire sans risque de se tromper que l'une des causes de la déperdition scolaire reste le phénomène de l'addiction. Actuellement, il y a énormément de substances, de phénomènes, d'objets qui envahissent l'univers des jeunes, surtout des élèves et des étudiants en particulier. Et généralement, ils développent avec ces objets et ces substances-là une relation qui, à la limite, peut les amener à avoir un comportement d'addiction. Addiction, ça veut dire que par rapport à l'objet en tant que tel ou bien par rapport à la substance, il y a un comportement que nous qualifions quelque part d'excessif et qui pousse le jeune ou bien l'adulte ou bien l'étudiant, l'élève à nuire à sa santé, à la fois physique, sa santé mentale ou bien même à sa situation sociale. Les types de drogues qu'on retrouve souvent au niveau des jeunes, ici c'est plus le cannabis, qui est le marijuana, et l'alcool qui sont les plus accessibles, en plus des inhalants et autres. Mais on parle d'addiction, on a parlé de la toxicomanie, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a énormément d'addictions au niveau des médias sociaux, hein? Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc. Ça c'est des formes d'addiction nouvelles qu'on retrouve au niveau des adolescents. Alors, et c'est à ce niveau-là qu'il est important de comprendre qu'on ne peut plus s'enfermer. C'est pas parce qu'on est au Sénégal que ce qui se passe ailleurs ne peut pas se passer ici. Ça, c'est des idées reçues. Mais la réalité, c'est que si on fait rien, on risque d'arriver à un niveau où ça va devenir incontrôlable. Certaines personnes victimes de ces types d'addiction sont même vulnérables à la dégradation de leur santé mentale, au conflit familial et conjugal, à la délinquance, à la violence et à l'exclusion. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la globalisation, avec la mondialisation, avec les médias sociaux, aujourd'hui, il y a un peu ce qu'on peut appeler une culture universelle. Et les jeunes du Canada, des États-Unis, de la France et du Sénégal sont au courant souvent des mêmes informations. Alors, ils ont souvent les mêmes modèles. Et c'est à travers ces modèles-là, souvent, qu'ils imitent et qu'en général, ils vont vers des manières de penser, vers des façons de penser et vers des comportements qui les amènent souvent à des comportements addictifs. Et généralement, ils s'en sortent rarement seuls. Ils ont besoin d'un accompagnement, surtout de la part d'un spécialiste, pour pouvoir les aider à sortir de la tyrannie un peu de ces substances-là. On appelle ces addictions-là des addictions aux substances psychoactives, parce qu'à la fois, la relation qu'ils entretiennent avec ces substances-là
entraîne des effets à la fois sur leur santé physique, mais aussi dans leur comportement psychique au niveau de leur personnalité. Donc c'est beaucoup plus profond et cela demande l'accompagnement d'un spécialiste de la question. Un tel constat justifie la nécessité pour les psychologues conseillers et autres professionnels de l'accompagnement psychosocial de mieux investir ce phénomène qui ne cesse de gagner en ampleur. D'où la tenue d'un séminaire de formation organisé à Saly par le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle. Sur un renforcement de capacité des psychologues conseillers qui officient au niveau des CAOSP, Centre académique de l'orientation professionnelle, surtout pour les capacités à pouvoir mener beaucoup plus correctement un accompagnement psychosocial. Donc accompagner les jeunes, les élèves, les étudiants pour pouvoir les aider à sortir un peu de la tyrannie des addictions. On appelle ça des addictions aux substances psychoactives, telles que les drogues, telles que la cigarette, telles que les autres substances qui peuvent nuire à leur santé et à leur état mental. Et bien sûr la réponse. Et donc il faut savoir que ce séminaire-là qui porte sur la psychothérapie des addictions aux substances psychoactives répond à son heure, si je peux m'exprimer ainsi. L'on a pu constater durant ces dernières années une multiplication de la demande, surtout au niveau des centres d'orientation, où de plus en plus de jeunes viennent, non pas directement pour nous dire qu'ils sont sujets à ces addictions-là, mais plutôt sous le voile, par exemple, d'une autre problématique. Mais en creusant un peu, on arrive à constater que réellement, il s'agissait de ces problématiques-là. Donc, pour dire qu'en réalité, ce séminaire-là est fondamental, puisqu'il va nous permettre d'aborder une question qui est là, latent, mais malheureusement que beaucoup de gens ne parviennent pas justement à prendre en charge. Et des outils ont été partagés, des expériences ont été mises en commun, justement pour nous permettre d'avoir plus de compétences pour affronter ces problématiques qui sont devenues aujourd'hui fondamentales. En fait, ce séminaire vient en son heure parce que, en tant que psychologue conseiller, donc qui interviennent en milieu scolaire, donc nous avons comme sujet des élèves, des étudiants, donc des enseignants aussi, donc tout le corps, en tout cas éducatif. Donc on a besoin de se renforcer les capacités pour mieux intervenir donc dans le sens d'accompagner. Donc c'est en termes d'accompagnement, de conseil, donc des élèves qui sont des addictifs. Cette opportunité, ce qui nous offre effectivement cette opportunité, c'est la présence parmi nous d'un collègue qui était là, qui par la suite est allé à l'étranger, plus particulièrement au Canada, et qui s'est renforcé et qui travaille aussi dans un centre où on accompagne les jeunes, en fait les individus par rapport à la toxicomanie. Donc il est dans un centre multifonctionnel de traitement de la toxicomanie. Donc ce collègue qui est en l'occurrence Pabla Djegueldiouf, qui officie en tant que consultant ici dans cet atelier et qui a décidé de partager avec nous tout ce qu'il a acquis comme expérience et comme savoir pour pouvoir en faire bénéficier à nos collaborateurs. Tes deux parents, ton père et ta mère sont non, ce con-là ne va pas ce con-là. Ton père? Non, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de papa. Et ta mère, tu l'as révélé? Oui. Comment tu te sens dans ta vie? Je suis déjà bien. Ah bon? Je suis déjà bien. Oui, je vois ça, tu te sens bien. Ah voilà. Et bon, pourquoi ce fond de censure là m'a envoyé ici? Mais tu te sens bien, mais il faudrait que tu ailles mieux. Que tu gères bien ta vie. Déjà bien. Tu as déjà bien. Non. Tu vas te sentir excellent. Ah bon? Oui, je t'en prie. Non, je pense. Et pourquoi tu es en train de voir? Pourquoi tu es en train de grave? C'est bon. Intelligent. Espère, à 30 ans, tu n'as jamais pris de crack. Non. C'est toi? Désolé. Tu as commencé à apprendre à quel âge? Depuis quel âge? Malheureuse, tu es malheureuse. Ah bon? Je te jure, tu es malheureuse. Et toi, comment tu te sens actuellement? Je suis déjà bien. Tu vois là?
te sens bien? Je suis bien. Regarde-moi. C'est bien. D'accord. Tu as un problème avec les fous? Est-ce que tu as un problème avec le censeur? Non, il me dit d'aller voir au niveau du connos. Ce sont des foutaises, quoi. Ce sont des foutaises. Je te jure, ce sont des foutaises. Alors, selon quoi? Pourquoi tu as amené voir le psychologue? Selon quoi? Si tu dis que tu vas bien, donc pourquoi le censeur dit que tu dois venir voir le psychologue? Donc, psychologue. Oui, je Je suis pas de médecin. Je n'ai pas besoin de médecin. Je n'ai pas besoin de psychologue. Je ne suis pas fou. Oui, je sais que tu n'es pas fou. Et alors? Des cas de ce genre, les psychologues conseillers en rencontrent de plus en plus dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la capacitation dans ce domaine a nécessité la contribution d'un centre spécialisé de Ottawa au Canada afin de renforcer leurs compétences professionnelles, notamment dans le diagnostic, le suivi et le traitement des cas d'addiction aux substances toxicomanogènes. Alors cet atelier de 2 jours, le premier jour a été consacré à l'intervention auprès des adolescents, notamment ce que nous appelons l'approche de la réduction des méfaits. On va vers l'information, l'éducation, la prévention, mais aussi l'accompagnement des acteurs, c'est-à-dire les adolescents au niveau des écoles, les enseignants, la famille et la communauté. Donc la première journée, c'était des outils et la démarche à utiliser face au milieu scolaire en tant que tel. Et aujourd'hui, la deuxième journée est consacrée à la dimension clinique, de la pratique clinique. Et là, ça a touché la psychothérapie en tant que telle, les outils d'évaluation, comment les utiliser, mais également dans la pratique professionnelle, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire avec un jeune qui vient vous exposer des difficultés d'addiction. N'est-ce pas? Et en particulier des exemples sur la toxicomanie, mais sur les autres formes d'addiction également. En dotant de plus d'armes ces soldats du bien-être mental, le ministère de l'Éducation nationale se met ainsi en ordre de bataille pour venir en appoint à cette politique des drogues menée fermement par le ministère de l'Intérieur. Et oui, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes avec le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, plus particulièrement avec son directeur, M. Dieye. Bonjour, M. Dieye. Bonjour, M. Sarr. M. Dieye, Oui. Monsieur le directeur, nous démarrons les vacances comme ça, et vous démarrez juste un atelier de formation sur les addictions. Donc, est-ce une coïncidence ou bien c'est fait exprès? Cette période. C'est fait exprès, d'autant plus que cet atelier-là coïncide avec les vacances, le début des vacances, et plus particulièrement avec les résultats des différents examens qui commencent à tomber. Je parle des résultats du bac, et bientôt ce sera le tour des résultats du BFM. Mais ces résultats-là, en fait, ne sont que la suite logique de toute une année scolaire. Où les parents ont investi, les élèves ont investi, il y a eu des difficultés, il y a eu des acquis, et tout cela a produit les résultats, forcément les résultats que nous avons. Et parmi ces facteurs, ces intrants qui produisent ces résultats-là, l'intervention des psychologues conseillers, et effectivement nous profitons de la fin de l'année pour faire un peu la situation sur une problématique qui nous a tout le temps qui a toujours interpellé les psychologues conseillers tout au cours de l'année. C'est la problématique des addictions en milieu scolaire. Avant donc de parler des addictions, d'abord parlez-nous un peu des psychologues conseillers. Parce que beaucoup de gens dans notre système scolaire ne connaissent pas les psychologues conseillers, ne connaissent pas le rôle plus exactement donc des psychologues conseillers. Comme vous l'avez si bien dit, beaucoup de gens ne connaissent pas les psychologues conseillers. D'autant plus qu'ils ont... c'est un service qui a toujours existé au Sénégal. Ça, c'est la grande chance du Sénégal et du système éducatif et de formation au Sénégal. Un centre d'orientation a toujours existé bien avant les indépendances. Donc, c'est par la suite que ce centre a été rattaché au ministère de l'Éducation nationale, avec le Centre national de l'orientation scolaire professionnelle, qui s'est développé progressivement avec la mise en place des structures déconcentrées au niveau des régions. Et par la suite, ces structures ont été
ont suivi le développement des académies. Et présentement, dans chaque académie, il y a ce qu'on appelle un centre académique de l'orientation scolaire professionnelle. Et maintenant, c'est le centre national qui coordonne et coiffe un peu ces 16 CAOSP qui existent au niveau déconcentré et dans lesquels se trouvent des psychologues conseillers bien formés à partir de l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel et qui accompagnent le système, les élèves, les parents dans leur cursus, dans leur formation, dans leur insertion et dans leur projet, plus particulièrement dans leur projet personnel et professionnel. Et les professeurs aussi, les enseignants, je veux dire. Tout à fait. Tous les acteurs peuvent être accompagnés par ces professionnels-là. Mais déjà, un phénomène que nous avons remarqué, donc, et que vous avez certainement remarqué aussi, chers téléspectateurs, donc, c'est que les psychologues conseillers, donc qu'on a vu tout à l'heure, beaucoup d'entre eux sont très jeunes. Pourquoi ce rajeunissement subit? Bon, au fond, en réalité, ce n'est pas un rajeunissement subit. C'est vrai que les premières promotions de psychologues conseillers au Sénégal, actuellement, cette année, partent à la retraite. Pratiquement la deuxième promotion qui est venue au Sénégal va partir complètement à la retraite en 2017, ce qui fait que c'est pratiquement les jeunes qui prennent petit à petit la relève. Parce qu'il faut dire que la formation il y a eu 2 promotions qui a été formée tout juste après les indépendances et la formation s'est arrêtée. Et la formation a repris en 1990, donc c'est à partir de 1990 que la formation s'est régulièrement déroulée avec des promotions très réduites de 10 à 15, ce qui fait que c'est petit à petit que le système est alimenté en professionnels de cette catégorie-là. Donc pour vous dire qu'actuellement, avec ces 16 CAOSP et le centre national, à peu près c'est une centaine de psychologues conseillers qui officient dans tout le système. Parallèlement au développement de ces centres au niveau du système éducatif de l'éducation nationale, il y a un service national de l'orientation professionnelle au niveau du ministère de la formation professionnelle. Là aussi, c'est des psychologues conseillers qui officient et qui assurent un peu les activités d'orientation scolaire professionnelle. Les universités aussi ont senti à un certain moment la nécessité d'avoir ces professionnels-là à leur côté pour accompagner les étudiants. Et présentement, au niveau de chaque université, il y a ce qu'on appelle un bureau d'accueil et d'orientation des étudiants. Et dans ces bureaux-là, plus particulièrement au niveau de l'UCAD, il y a des psychologues conseillers qui ont été formés ici au Sénégal et qui officient dans ces bureaux-là. Donc petit à petit, le système est en train d'être inondé et c'est de ces professionnels qui animent des structures dans lesquelles sont accompagnés les élèves et les étudiants, les parents, les professeurs et tous les autres acteurs du système éducatif. Que le système a besoin de ces psychologues conseillers. D'ailleurs, les psychologues conseillers doivent être beaucoup plus présents. Les gens en ont besoin. Donc, et le sujet que vous traitez justement aujourd'hui donc, le montre, l'addiction. L'addiction, c'est quoi l'addiction? L'addiction, c'est on peut le définir comme une relation qu'entretient un individu avec un produit. Et cette relation fait de telle sorte que l'individu en tant que tel, la personne ne peut plus se départir ou bien se départir difficilement de ce produit, de la consommation ou de l'utilisation de ce produit-là. Alors que la consommation de ce produit entraîne des effets, a des effets dans son organisme, dans son psychisme, dans sa vie, etc. Et la personne ne peut pas s'en départir. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui prend une substance donnée, une drogue, pour gérer peut-être une certaine situation et qui a du mal à se départir de cette consommation. Alors qu'il sait que cette consommation, cette prise de la drogue entraîne des conséquences néfastes sur sa vie et sur ses projets professionnels, personnels, professionnels. Et là, par exemple, vous insistez sur la drogue. La drogue en milieu scolaire. La drogue, est-ce qu'elle est vraiment présente? Est-ce qu'elle est présente à ce niveau? La drogue est effectivement présente dans le milieu scolaire, malheureusement. C'est vrai que c'est pas quelque chose de nouveau. Elle a toujours été présente de façon marginale,
Mais avec le développement du système éducatif, l'élargissement de la carte scolaire, les élèves qui deviennent de plus en plus jeunes, vous voyez même c'est des étudiants qui deviennent de plus en plus jeunes, les difficultés de la vie qui s'accroissent, l'échec qui est là, les problèmes qui sont là. Certains jeunes n'hésitent pas à utiliser ces substances-là pour peut-être échapper un peu à la réalité des fois qu'ils vivent, ou bien gérer des situations psychologiques très difficiles. Et généralement, cette consommation de ces substances-là les entraîne dans une spirale dans laquelle ils sortent difficilement. Et généralement, laissés à eux seuls, ils sortiront difficilement de ces situations-là, d'où la problématique de l'accompagnement qui leur est proposé par l'intervention de ces professionnels-là de la psychologie, de l'orientation. Dans une enquête que nous avons réalisée récemment, Monsieur Dia, que nous saluons d'ailleurs au passage, le médecin-chef de l'IME de Dakar, l'inspection médicale donc, des écoles de la région de Dakar. Donc, il nous a parlé de substances que les élèves, surtout de terminale, certains élèves de terminale et certains étudiants prennent pendant les périodes d'examen. Donc, mais est-ce qu'ils peuvent en arriver à un stade d'addiction? Le stade d'addiction est une conséquence. C'est une suite logique. On peut se permettre des fois d'essayer un produit, mais on ne contrôle plus la spirale dans laquelle vous entraîne ce premier essai. C'est pourquoi c'est très difficile, parce que dès l'instant qu'on entretient une relation avec un produit appelé toxicomanogène, ce produit a des effets dans l'organisme. Et finalement, par la suite, c'est comme une demande. Une fois que l'organisme en a besoin, il y a des effets qui entraînent que la demande est là. Pour se calmer, il faut une consommation d'une certaine dose de ce produit qu'on avait essayé ou bien qu'on avait tendance à prendre. C'est pourquoi on appelle d'addiction. La personne entretient une relation telle avec un produit que pour se calmer ou bien pour retrouver sa quiétude entre guillemets, il faut qu'il prenne une dose de ce produit-là. C'est pourquoi on parle d'addiction. C'est comme s'il y avait une relation qui est là, qui est présente et qui lie l'individu, la personne avec ce produit-là. Est-ce que ça joue un grand rôle dans la déperdition scolaire? Est-ce que ça joue un grand rôle? Effectivement, ça joue un grand rôle dans la déperdition parce que ça entraîne des effets néfastes dans l'organisme, dans le psychisme de l'individu, dans sa capacité à mémoriser, dans sa capacité à apprendre, dans sa concentration, dans sa sérénité. Et vous savez que tout ça est extrêmement important pour qu'un individu puisse mener normalement des études. C'est vrai que des fois, certains peuvent se dire qu'ils prennent ces substances-là pour retrouver une très grande concentration ou pour être dans un état d'imagination beaucoup plus fertile, mais des fois, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Donc, c'est pas scientifiquement démontré que quand on prend ces substances-là, on est beaucoup plus performant intellectuellement. Donc, sans compter maintenant les risques d'être dans une situation d'addiction qui peut vous mener là où on ne pourra pas contrôler la situation. Mais la période que vous avez choisie justement pour travailler sur ce sujet, est-ce que c'est parce que c'est une période qui est propice pour la consommation de ces drogues par les jeunes? Pas forcément, mais c'est une période qui quand même permet au système éducatif de faire un bilan. Parce que c'est une période où les résultats des examens qui sont organisés, des évaluations qui sont organisées tombent. C'est une période aussi où les résultats des compositions sortent. Et tout cela, ces résultats-là, sont le fruit d'un ensemble de conjonction de facteurs. On ne peut pas dire que c'est tel facteur qui a entraîné, c'est tel facteur qui a entraîné les résultats que nous sommes en train de constater. Mais c'est un ensemble de facteurs qui interviennent. Peut-être même que la consommation de ces substances, quelque part, a une part de responsabilité dans les contre-performances que nous notons de temps en temps dans le système éducatif, surtout au niveau des résultats scolaires qui sont enregistrés chez les jeunes. Dans les déperditions des scolaires, dans les décrochages, dans les mauvais résultats. Ça, c'est certain. Peut-être que des études beaucoup plus pointues vont nous éclairer sur la question. Mais toujours est-il que le système gagnerait à être débarrassé de ce phénomène qui constitue la consommation de substances psychoactives qui peuvent
perturber la quiétude intellectuelle des jeunes élèves et des jeunes étudiants. Vous l'avez dit tantôt, donc l'addiction, c'est pas seulement la drogue. L'addiction, donc ce n'est pas seulement la toxicomanie. Donc l'addiction, ce n'est pas seulement le tabagisme et tout ça. Donc l'addiction, c'est également tous les autres phénomènes qui peuvent, je dirais dans un langage familier, abrutir, n'est-ce pas, nos jeunes, nos jeunes élèves. Donc les salles de jeu en font partie et justement nous aurons l'occasion donc d'en parler dans un autre numéro et certainement vous serez avec nous pour parler de ce phénomène qui gagne du terrain aussi, donc de plus en plus. Donc maintenant, chers téléspectateurs, nous allons essayer donc d'arracher quelques mots à notre consultant du jour, monsieur Pape Ladjiké Diouf, donc qui est consultant, qui est également psychothérapeute et qui est venu en vacances au Sénégal, donc faire profiter donc du CNOSP et pratiquement de l'ensemble du système éducatif, donc son savoir, ses connaissances, son savoir-faire. Nous allons partager aussi avec lui pour en savoir davantage sur la toxicomanie. Papa Ladjiké Diouf, il s'appelle. Il se réclame de Diakhao, fief de Boursine Coumba Ndoffène Diouf. Mais il est né à Pikine un 23 janvier 1978. Il a fait son cycle élémentaire à Kaolack, puis à Mbacké, avant de rejoindre la région de Dakar, pour terminer ses cycles moyens secondaires, puis universitaires, et accéder par concours à l'INSEP, l'école des psychologues conseillers. Avec une expérience professionnelle de 8 ans, engrangée à Ziguinchor puis à Dakar, Papa Ladjiké a rejoint le Canada où il s'est spécialisé en psychothérapie et où il occupe maintenant un poste de directeur dans un centre de toxicomanie. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes en train de profiter et de bien profiter de cette magnifique kora. C'est son exquis qui nous ramène donc au royaume de Soundiata Keita, au royaume Mandeng, avec Ibrahima Kouyaté. Ibrahima Kouyaté, que tout le département de Mbour connaît bien. Merci beaucoup encore, Ibrahima. Et nous sommes en ce moment avec notre psychothérapeute, monsieur Papa Ladjiké Diouf. Effectivement. Papa Ladjiké Njoko Njal. Waaw, Njoko Njal Koro Khessar. Njoko Njal Koro Khessar. Donc il est là, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour nous faire profiter de son expérience alors qu'il est venu en vacances. C'est un exemple de patriotisme. Donc merci beaucoup au nom de tout le système éducatif sénégalais. Merci à vous. C'est tout à fait normal et parce que je dis toujours que je suis un produit de l'État du Sénégal qui a financé mes études. J'ai travaillé pendant 8 ans dans ce pays-là et aujourd'hui je suis allé servir au Canada. Je sers des Canadiens, mais cette expérience-là, j'ai voulu aussi en faire profiter mes collègues au Sénégal. Et qu'est-ce que vous faites exactement au Canada? Alors je suis psychothérapeute autorisé, donc je fais de la clinique comme on dit. Je travaille avec une population d'addictés, mais principalement dans la toxicomanie, l'alcool, les drogues dures et depuis 2 ans aussi la problématique du tabagisme. Alors et depuis 6 mois, je suis directeur également clinique, directeur d'un service aux adultes, des hommes et des femmes. Et je rappelle que vous avez été aussi psychologue conseiller. Exactement, j'ai été psychologue conseiller pendant 8 ans au niveau du CNOSP. Au niveau du CNOSP. Ouais. Et en ce moment, vous avez discuté tout à l'heure, donc depuis pratiquement 2 jours, vous avez discuté avec d'autres psychologues conseillers. Et pour la plupart donc de très jeunes psychologues conseillers et qui ont fait part de beaucoup de cas que l'on rencontre
dans nos établissements scolaires pour dire qu'on en a besoin de votre expérience. Exactement. Et j'en suis ravi aussi de me rendre compte de tout l'intérêt qui est porté autour de cette problématique-là. Et j'en profite également pour te remercier, toi, de l'engagement que tu as face à l'école. Parce qu'on a besoin de gens engagés. Aujourd'hui, l'école a besoin de gens comme vous qui sont engagés, qui y croient. Donc merci pour ça. Parce que nous sommes aussi des produits de cette école publique et nous avons le devoir donc de servir cette école publique sénégalaise. Donc, Monsieur Diouf, l'addiction, on en a parlé tout à l'heure avec le directeur du CNOSP, mais avec vous, on va parler donc plus particulièrement de la toxicomanie. Beaucoup d'élèves en souffrent, comme on a pu le constater, mais déjà, comment faire pour ne pas en arriver là? Comment faire déjà pour détecter à temps et pouvoir donc protéger les signes avant-coureurs? Ok, alors je le disais en journée d'ouverture hier, que moi mon sentiment c'est que dans ce pays, on mise plus sur la politique des drogues. Et la politique des drogues, c'est une politique de répression. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais pendant des années, on a donné pratiquement tous les moyens à la police, à la gendarmerie. Et je pense que pour les trafiquants, c'est une très bonne politique. Mais pour la possession, c'est très peu efficace. Et mon souhait à moi, c'est d'amener à travers une implication de tous les acteurs, à amener nos politiques à se rendre compte qu'on doit donner aussi de la place à une politique des substances psychoactives, qui est une politique de prévention. Alors, avec les jeunes au niveau des écoles, au niveau des familles, au niveau de la communauté, on a besoin de mettre des moyens dans le cadre de la prévention. Parce que sans la prévention, on ne pourra pas, disons, aujourd'hui avec nos économies, pouvoir supporter le poids de la prise en charge. La prise en charge coûte extrêmement cher. Je pense qu'il faut être prudent face à qu'est-ce qui peut arriver et prendre les devants. Ne soyons pas des médecins après la mort. Il faudrait penser à une politique de prévention soutenue. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais soutenue et qu'on donne les moyens. Et je pense que les conseils d'orientation, comme les enseignants au niveau des écoles, peuvent être de très bons candidats à soutenir cette politique-là de prévention. Effectivement. Et la prise en charge, donc vous l'avez dit, elle coûte extrêmement cher. Mais surtout au Sénégal, on a vu qu'elle fait défaut. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures donc, habilitées à faire cette prise en charge. Et les psychologues conseillers, il y en a de plus en plus, c'est vrai, comme on l'a vu tout à l'heure avec le directeur du CNOSP. Mais l'autre problème qu'on a, c'est que nous sommes au Sénégal. Et nous n'avons pas l'habitude au Sénégal donc d'aller parler à un psychologue. Ça pose problème. Effectivement, il y a une dimension culturelle là-dedans. Et je disais tantôt à mes collègues que souvent pour mettre en confiance les clients, il faut éviter les titres. Parce qu'on a des préjugés, comme tu le dis, par rapport au métier de psychologue. Souvent, les gens pensent que si tu vas voir un psychothérapeute, c'est parce que tu es devenu fou, comme ils le disent. Je n'utilise pas trop ce mot-là parce que c'est la maladie mentale. C'est une maladie comme les autres maladies. Mais d'habitude, c'est péjoratif dans notre communauté de parler de fou. Et vous devez vous rendre compte, M. Sarr, que de plus en plus, il y a des malades mentaux dans nos rues. Est-ce qu'on se pose la question en tant que communauté? Ces malades mentaux viennent de familles. C'était des personnes actives dans la communauté. Mais aujourd'hui, on peut passer devant ces malades mentaux sans même se rendre compte qu'on passe devant un être humain. Et la plupart de ces malades mentaux, je ne dis pas tous, mais la plupart de ces malades mentaux, si on investit, si on fait des investigations, on se rendra compte qu'il y en a beaucoup, surtout parmi les jeunes. C'est à travers les drogues qui sont devenus des psychotiques et certains même sont passés à la schizophrénie. Alors, donc, vous voulez dire par là donc, que la plupart de ces malades mentaux sont récupérables? Exactement. Il suffit simplement d'avoir un bon système de prévention et on éviterait beaucoup d'arriver à cette maladie mentale-là. Parce que la plupart du temps, c'est une question d'ignorance.
C'est une question d'éducation, c'est une question d'information, que ce soit au niveau des consommateurs, des jeunes, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau aussi de la communauté. Mais si on en arrive à ce que la personne ait des épisodes psychotiques ou qu'il soit en psychose ou qu'il contracte la schizophrénie, mais si on a un bon système de santé mentale, et ça demande que l'État mette les moyens pour qu'on ait une véritable politique de santé mentale dans ce pays-là. Moi, je pense qu'on n'a pas une véritable politique de santé mentale dans ce pays-là. Oui. Et il faut qu'on aille vers véritablement ça. Et vous rejoignez donc un fervent défenseur de cette politique-là. Donc, monsieur Ansoumana John, oui, qui pratiquement a voué toute sa vie donc, à cette lutte pour protéger donc, ces personnes qui sont malades sur le plan mental. Donc, mais comment outiller davantage bon, c'est ce que vous étiez venu faire. Exactement. Avec nos psychologues conseillers. Exactement. Donc, mais est-ce que ça suffit? Alors, donc, déjà, vous êtes en vacances déjà. Exactement. Vous avez travaillé pendant vos vacances. Ouais. Est-ce qu'on n'aura pas besoin donc de plus pour cette formation? C'est sûr que, comme je leur ai dit, c'est un prétexte, c'est un premier pas. Mais il faut toujours faire un premier pas dans une vie si on veut construire. Okay? C'est les fondements. Ce sera peut-être moi, ce sera une autre compétence, parce qu'il y a énormément de Sénégalais, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger, des Sénégalais qui ont des compétences probablement dans ce domaine-là et qui peuvent aider l'État. J'ai salué à un moment donné l'initiative d'ouvrir un centre au niveau de Fann, de l'hôpital de Fann. Je trouve que c'est un grand pas, mais encore que c'est comme une goutte d'eau, c'est ça. Alors, il faudra aller beaucoup plus loin que ça. Et ce personnel-là qu'on va mettre dans ces structures-là, il faut que ça soit un personnel averti et bien formé. Aujourd'hui, j'ai eu l'expérience d'avoir travaillé pendant 4 ans dans ce domaine-là. Et puis, j'ai voulu partager, que ce soit les outils, que ce soit cette problématique-là, que ce soit, disons, la pratique, la clinique en tant que telle, de le partager avec mes collègues. Mais c'est sûr que ça ne peut pas se régler en 2 jours. Ça demande un suivi et une supervision clinique suivie et soutenue pour que les acteurs puissent être à mesure véritablement de prendre en charge réellement cette problématique-là. Surtout si ils ont affaire non pas à des débutants, mais à des consommateurs qui ont consommé pendant longtemps et des drogues dures et nocives. Avec la place que les psychologues conseillers occupent actuellement donc, dans notre système, est-ce que vous pensez que cette prise en charge-là et tout ce dont vous venez de parler, est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Alors, pour le moment, ça va être extrêmement difficile, mais il faut une volonté. Je leur ai dit qu'ils doivent de plus en plus prendre leur place. Ne pas la demander, mais la prendre. Ça va demander qu'ils aient la volonté d'y aller. Et maintenant, ils vont y aller avec les outils qu'ils ont, avec les compétences qu'ils ont et prouver qu'ils sont à mesure de pouvoir prendre en charge, à mesure de pouvoir répondre aux sollicitations, aux besoins de ces populations-là. Mais ça demande une volonté aussi politique derrière, un soutien. Alors, je salue l'initiative du ministère d'avoir voulu vraiment financer cette formation-là. Ça, c'est vraiment très apprécié et ça encourage des gens comme moi à me dire, ben, il y en a qui y croient. Mais il faudrait que de notre côté à nous aussi, parce que je dis nous, hein, je suis encore psychologue conseiller, alors il faudrait qu'on aille vers les gens, il faudrait qu'on aille vers les autorités, il faudrait qu'on fasse du marketing agressif à un moment donné, parce qu'on a les compétences. Je le dis souvent que dans ce corps-là, tout le monde est général. Alors, c'est des fonctionnaires de hiérarchie A1 que nous avons. On a plein de docteurs là-dedans. Alors, mais ils sont méconnus et souvent mal connus. Mais il faudrait qu'on aille, qu'on s'impose, mais avec les compétences qu'on a, en prouvant avec des résultats. Notre présence au niveau de l'école, mais je pense que ce service-là ne doit pas simplement être confiné au ministère de l'Éducation. Parce que le ministère de la Santé en a besoin, le ministère de la Jeunesse en a besoin, le ministère de la Femme en a besoin. Et le combat de fond, c'est d'amener ce service-là à être, disons, multiservice, multiministériel, comme on dit. Je ne sais pas si le mot existe là. Est-ce que déjà ces ministères-là, par exemple le ministère de la Santé, est-ce qu'il n'a pas un département déjà pour ça? Nous, déjà au niveau du système éducatif,
on n'a pas un nombre suffisant, donc on ne peut pas se permettre donc, voilà, de prendre ce petit nombre-là et de mettre à la disposition des autres ministères. Alors ça ne sera pas dans cette optique-là, mais ça sera dans l'optique d'être dans un ministère de l'éducation, mais en même temps pouvoir servir aussi tous ces ministères-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une relation intime entre le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Éducation. Alors si je travaille pour le ministère de l'Éducation, je travaille en même temps pour le ministère de la Jeunesse, de façon indirecte. Alors, mais l'idée, c'est que les compétences qu'ils ont, que ça ne se confine pas simplement aux besoins du ministère de l'Éducation. Parce que souvent, le ministère de la Jeunesse peut en avoir besoin dans le cadre, disons, des campagnes vacances, des vacances. Le ministère de la Jeunesse, exactement. 90% donc, des cibles du ministère de la Jeunesse sont à l'école. Exactement. Voilà. Le ministère de la Femme, ils ont souvent des programmes, ils ont besoin de ressources humaines pour accompagner ces programmes-là. Plus grande partie donc de leur cible aussi est à l'école. Exactement. Soit les filles, élèves, exactement. Les enseignantes. Et ça va rentrer dans des partenariats, dans des systèmes de partenariat. Pas de détacher des psychologues conseillers, mais dans un système de partenariat avec cette structure-là pour pouvoir être beaucoup plus, répondre plus aux besoins et pouvoir ratisser large par rapport à la demande. Vous avez raison, donc nous sommes dans un système et vraiment on devrait commencer à fonctionner réellement comme un système. Exactement. Donc mon cher, votre dernier mot? Alors mon dernier mot, c'est de vous dire merci et de vous dire que c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir servir mon pays avec tout ce que j'ai aujourd'hui comme richesse qui est ma connaissance. Alors, et je ne l'ai pas regretté parce qu'en partageant la connaissance, elle augmente. C'est le seul bien qu'on partage et qui augmente. Et je suis fier aujourd'hui d'être un enfant de ce pays-là, d'aller servir à l'étranger, de gagner une expérience en Occident et de revenir le partager pour l'État du Sénégal. Voilà. Et l'État du Sénégal, par ma voix également, vous remercie. Merci, M. Sarr. Tout le système éducatif vous remercie. Merci. Chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi. Vous avez été très patients avec nous. Vous nous avez accompagnés donc tout au long de l'année scolaire. Nous n'allons pas vous abandonner en si bon chemin. On va continuer à vous accompagner pendant les vacances scolaires. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique Les Tops de l'éducation. Je me nomme Mohamed Sarr, étudiant à l'INSIP Afrique. Actualité oblige. Nous allons décerner le premier top au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, qui est arrivé premier au classement national du concours général 2017. Écoutons à ce propos son proviseur, M. Mandaou Mbaye. Non, une immense fierté, parce que n'importe quel proviseur qui prend Limamou Laye viendrait avec des inquiétudes. Parce que mes prédécesseurs ont tellement travaillé que je n'étais pas sûr au départ de pouvoir faire autant qu'eux. Mais Dieu merci, bon, comme les constantes sont restées, nous avons pu maintenir les mêmes résultats. Et même nous avons légèrement amélioré. Le lycée Limamou Laye est né en 1978. Beaucoup de nos établissements qui sont érigés en lycée viennent de nos flancs. Bon, nous avons une tradition de bons résultats et un corps professoral expérimenté. Donc tout ce qu'il faut pour qu'avec un bon coach, qu'on puisse constituer la base de l'académie. Parce que malgré l'avènement des autres établissements, nous subissons encore une très forte pression. Rien que cette année, nous avons accueilli un peu moins de 7000 élèves, si on tient compte de la formation professionnelle. Nous allons continuer le travail. Bon, ici, on se concerte sur toutes les questions, on essaie d'élaborer ensemble et on applique ensemble. Bon, à l'avenir, nous allons maintenir cette méthode et c'est l'occasion de lancer un appel aux autorités pour que nous soyons davantage appuyés. Parce que les établissements avec lesquels on nous compare, vraiment, on ne devrait même pas boxer dans la même catégorie. Un élève de ces établissements coûte beaucoup plus cher à l'État qu'un élève de Limamou Laye. Et ici, les populations sont diminuées. Bon, c'est des coûts sociaux relativement modestes.
Et l'expérience a montré que malgré cette situation-là, l'Imam Laye a toujours fait émerger de bons produits pour le pays. Pour autant que je m'en souvienne, depuis l'an 2000, je n'ai pas vu un seul gouvernement de la République où l'Imam Laye ne compte pas moins de 3 ministres. Le second top sera attribué au cours privé Saint-Louis-Marie Grignon, une école d'excellence au cœur de la commune de Malika, qui produit de très bons résultats dans les différents examens, les concours académiques nationaux et internationaux. En témoigne le deuxième prix obtenu par Émile Michel Latirfaye au concours international de dictée PGL. De la fierté, fier de savoir que les sacrifices qui sont consentis par les uns et les autres produisent du fruit. Sacrifices consentis par les frères de Saint-Gabriel dans l'investissement qui se fait. Sacrifices consentis par le personnel, tout le personnel, enseignants, administratifs et de service, qui tous les jours se battent pour la qualité du service à rendre en classe, dans le transport, à la cantine. Sacrifice aussi des parents d'élèves qui consentent beaucoup d'énergie et beaucoup de finances pour que les élèves entrent dans les meilleurs cadres d'éducation. Sacrifice enfin des élèves eux-mêmes parce qu'ils se disent, ce sont des choses qui sont faites pour nous, pour notre avenir. Nous avons tous intérêt à donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir réussir. Donc c'est la combinaison de tous ces sacrifices qui fait que nous avons ces résultats-là. Moi je dis, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses exclusives faites pour un groupe d'élèves. Tout ce que nous le faisons pour chaque élève qui est dans la classe. Il n'y a pas une classe spéciale, il n'y a pas un groupe spécial, il n'y a pas d'enseignants spéciaux, non. Ils sont bousculés par derrière, il faut le reconnaître. Eux-mêmes disent que c'est un peu, le rythme est un peu soutenu, mais eux-mêmes se donnent. J'ai dit et je le répète, il n'y a rien d'extraordinaire. On récolte ce qu'on a semé. Cela ne veut pas dire qu'ailleurs on ne travaille pas, ça veut dire que, bon, je ne parlerai pas de chance. Je dis que ceux qui ont travaillé vont réussir. Ceux qui se donnent de la peine, ceux qui se sacrifient, ils voient le fruit de leur travail. Émile, je le dis et je le répète, il n'a rien de spécial. C'est un élève qui, avec ses camarades, ils ont essayé. On a fait le test, il fait partie des 3 meilleurs qui sont sortis, on l'a présenté et il a travaillé. Mais Émile n'a pas eu un suivi spécifique. Je ne sais pas par contre ce qui se fait à la maison. Et c'est là où il faut remercier la famille, tous les parents qui se donnent à la maison pour compléter le travail qui se fait en classe. Mais Émile n'a pas eu un suivi spécial. Si je vous montre tout de suite les 6 meilleurs du CM2, vous allez vous rendre compte que Émile a certes une bonne moyenne, mais il y en a d'autres qui le talonnent. Les 6 meilleurs du CM2, parce qu'on a 3 CM2, quand on sort, vous voyez un peu leurs notes pour dire que, et eux tous suivent le même cursus, rien d'extraordinaire. Disons plutôt que ça, c'est le mérite des maîtres, des enseignants qui collaborent. On leur accorde les après-midi d'être ensemble. Ils sont 3 maîtres du CM2, ils discutent, ils échangent leurs épreuves et derrière, il y a le préfet qui suit. C'est valable à tous les niveaux. Le troisième top reviendra à l'inspection médicale des écoles qui a organisé une journée de consultation dentaire gratuite en collaboration avec International Dental School des États-Unis. Écoutons à ce propos le docteur Aline Abdourahmane Dia, médecin-chef de la structure. Nous sommes très honorés d'accueillir une mission de l'Université de New York, Buffalo, qui sont venus avec une forte délégation dans le cadre des activités de consultation dentaire. Donc, ils sont là, ce sont des experts, des scientifiques, venus ici nous aider l'inspection médicale des écoles en partenariat pour la prise en charge des soins dentaires. Donc, ils sont là pendant 5 jours avec tous les experts, les dentistes, pour soigner gratuitement les enfants, les populations sénégalaises. Les élèves sont conviés. Depuis 4 jours, ils sont là en train de soigner les enfants, particulièrement les élèves. Bon, ça concerne, c'est vrai que nous sommes l'inspection médicale des écoles, ça concerne les élèves, mais aussi les autres populations, toutes les populations sénégalaises. Et je pense même que depuis qu'on a commencé, il y a de l'affluence. Vraiment, il y a des soins de qualité qui sont délivrés ici. Et vraiment, nous nous réjouissons de cette collaboration et nous espérons que ça va
vraiment bénéficier et faire bénéficier à toutes les populations sénégalaises. Chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et restez connectés à votre émission Histoire d'école. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Et aujourd'hui, on va se quitter comme on a commencé avec notre ami Djali Ibrahima Kouyaté, n'est-ce pas, avec ses très belles notes de Kora. Et sa très belle voix. Je l'ai dit tout à l'heure, au royaume de Soundiata Keita. Ouais.